à Grenoble. Zéliana prend le chemin de l'université. Cette jeune femme est atteinte du trouble dissociatif de l'identité, une pathologie psychiatrique méconnue. Cela pourrait paraître surprenant, mais plusieurs personnalités cohabitent dans sa tête. On va à l'école. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous vous dites qu'est-ce que ça fait que de passer à la télé, de faire le buzz sur internet et d'être influenceur, et encore plus quand on a un trouble mental et quand on fait de l'influence, du contenu à propos de ce trouble mental. Vous êtes venu à la bonne enseigne, puisque je vais parler de ce que ça fait que de passer à la télé, de se faire connaître parce qu'on est malade. Je m'appelle Zéliana, je suis une étudiante en 2e année de master de neurobiologie neurosciences à l'université de Grenoble. Je fais du contenu depuis 2 ans sur le trouble dissociatif de l'identité puisque j'en suis atteinte. J'ai organisé cette vidéo en prenant énormément de notes pour vous parler de tout ce que ça fait que de parler de son TDI sur internet et d'être une influenceuse, une espèce de militante aussi, et aussi d'être une scientifique qui potentiellement va avoir ma réputation scientifique qui va aussi dépendre de la vulgarisation scientifique que je fais sur internet. Là, j'ai organisé la vidéo en plusieurs thèmes que je vais citer ici. Au début, on va parler de ce que ça implique d'être une personnalité publique. Ensuite, je vais parler de ce que ça fait que d'être connu, d'être même reconnu dans la rue, de passer à la télé et des relations qu'on appelle parasociales, c'est-à-dire entre les personnes que je ne connais pas, mon public et moi, mon audience, comment elles sont vécues de mon point de vue à moi d'influenceur, donc de personnalité publique. Ensuite, je vais passer à des questionnements un peu plus philosophiques. Comment on peut gérer le fait d'être connu et de générer de l'argent par rapport à un handicap que l'on a, puisque je génère de l'argent avec cette chaîne YouTube, même si je n'en vis pas. Et étant en master 2 de neurobiologie, pour faire de la recherche, je veux devenir chercheur, donc faire un doctorat sur le TDI. Mon but n'est pas de faire assez d'argent avec le contenu que je suis en train de faire pour pouvoir en vivre. En premier, on va parler de tous les points que je pense très importants à considérer quand on devient une personnalité publique. Ce à quoi on ne pense pas forcément, avoir une certaine influence sur un public, ça implique des choses qu'il faut essayer de respecter pour soi-même. Première chose, c'est la protection des données personnelles. On ne sait jamais quelles données ou pas on est censé pouvoir diffuser par rapport, moi, à mon nom de famille, puisque ma famille ne veut absolument pas être reconnue sur les réseaux sociaux, et quelles informations j'ai le droit ou pas de mettre pour éviter toute répercussion involontaire sur ma vie personnelle. Ensuite, être une personnalité publique, ça veut dire qu'il faut rester un minimum détaché par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à ce qu'on poste, puisqu'on s'expose constamment au jugement des autres et donc constamment à la haine possible sur les réseaux sociaux. Donc si on n'arrive pas à prendre de recul par rapport au jugement des autres et aux commentaires qu'on reçoit quotidiennement, ça va être extrêmement difficile de vivre une vie publique, de vivre une vie de personnalité publique, puisque nous sommes constamment critiqués pour qui on est, et il y a des manières de répondre à ça. Ça s'apprend, c'est difficile de prendre ce recul-là par rapport à ce qu'on poste et par rapport aux critiques qu'on l'on reçoit sur notre physique, sur notre intelligence, sur des qualités qui sont extrêmement intrinsèques à qui on est et qui au final essayent de nous toucher au plus profondément. Et si on se laisse emporter sans prendre de recul, souvent on peut carrément en finir brisé. C'est encore pire quand on a des troubles mentaux en rapport avec des traumatismes de harcèlement, comme c'est le cas chez moi et d'autres personnes avec un TDI. À cause d'Internet et des dérives de l'opinion publique, ce que je poste sur Internet peut avoir un énorme impact sur ma vie, à la fois sur ma vie présente là maintenant, mais aussi sur ma vie future. Au-delà du cancel public que ça peut être, on peut avoir une mauvaise réputation extrême qui peut se développer et qui peut aussi engendrer des personnes à se faire virer de leur job en dehors de leurs réseaux sociaux, qui peut engendrer le fait que les futurs employeurs ne veulent pas nous employer à cause de la réputation publique que l'on a. Ces opinions publiques peuvent vraiment valser du tout au tout en fonction d'une seule information, même d'une rumeur qui circule, et donc c'est extrêmement labile, personne n'est lisse. Ça peut être extrêmement difficile à vivre et il faut savoir que ça fait partie du métier. Qu'est-ce que ça fait pour moi d'être passée à la télé, d'être plus ou moins connue et reconnue dans la rue, d'avoir des relations parasociales avec vous, donc c'est-à-dire en tant que personne qui a un public, qu'est-ce que ça fait de développer des relations avec son public et avec chaque personne du public avec qui j'interagis, à la fois dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, il faut considérer que les relations que l'on a, nous et vous, sont des relations unilatérales qu'on appelle des relations parasociales. C'est un concept de psychologie sociale qui s'intéresse aux relations qui sont faites entre des personnages publics et leur audience. Le fait est que, par essence,
La relation est unilatérale parce que vous connaissez énormément de choses sur ma vie et que je ne connais rien sur vous. Ça peut faire extrêmement peur, notamment quand des personnes me reconnaissent dans la rue, que moi je ne connaisse rien sur la personne et que la personne me connaisse et connaisse dans les moindres faits et gestes ce que j'ai posté. Ça peut être aussi très bizarre puisqu'il y a souvent des personnes qui m'envoient des messages me disant qu'elles m'ont reconnue dans la rue mais qu'elles n'ont pas osé me parler, et parfois ça peut donner l'impression en tant qu'influenceur d'être épié. À tout moment, n'importe qui peut un peu sauter sur vous et connaître votre passé alors que vous ne les connaissez pas. Mais les interactions que j'ai eues ont toujours été avec des personnes qui ont été extrêmement gentilles et compréhensives, même de mon TDI. Et en général, pour pallier à ce fait-là d'avoir ces relations unilatérales, j'essaye de poser énormément de questions. Si je fais un peu un interrogatoire de police un peu aux gens qui je rencontre, je suis désolée pour vous, c'est juste que j'essaye de comprendre qui vous êtes en tant que personne dans mon audience et qu'est-ce qui fait que vous m'aimez moi particulièrement, qu'est-ce qui fait que vous regardez cette vidéo-là et que vous me suivez moi. Dans mon besoin de compréhension de vous pour rendre cette relation beaucoup moins unilatérale qu'elle ne l'est, j'ai besoin de poser des questions. N'hésitez pas d'ailleurs quand vous venez vers moi à me dire qui vous êtes, à me dire depuis quand vous me suivez et tout simplement à donner des sujets de conversation pour qu'on puisse avoir une discussion sans gêne. Je vous mettrai des références de vidéos qui ont été très bien faites sur les relations parasociales, sur notamment de penser qu'ont les gens que les influenceurs sont leurs amis parce qu'on est plus ou moins honnête avec eux, alors que au final vous ne nous connaissez pas en dehors de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et nous on ne vous connaît pas du tout. Au bout d'une dizaine de milliers de followers, il m'est impossible de reconnaître et de connaître le nom d'absolument tout le monde. J'ai un problème de mémoire avec ma carte mémoire, donc je vais devoir refilmer pratiquement l'entièreté de la vidéo. Si nous ne sommes pas capables d'engendrer une certaine émotion et une certaine envie de nous connaître en tant que personne, on va arriver à un stade où vous ne nous regarderez pas. Il faut que vous ayez une certaine sensation de proximité, donc d'amitié. Cette relation est quand même très importante pour que vous regardiez notre contenu, que potentiellement vous ayez acheté des choses que les influenceurs vous recommandent et que nos vidéos soient vues, qu'elles nous rapportent de l'argent et qu'on puisse refaire du contenu pour vous. Cette relation unilatérale, elle peut être extrêmement dangereuse puisque elle peut amener une idolâtrie et une idéalisation. Plus une personne est connue, plus elle est idéalisée, plus elle est vue comme une personne parfaite, donc par exemple avec une beauté parfaite parce qu'elle est mannequin, ou comme la meilleure scientifique parce qu'elle est plus connue que ses pairs dans un domaine, alors que c'est pas forcément la meilleure scientifique. Le nombre de personnes que l'on peut atteindre donne un pouvoir social à la personne, donc en fait notre cerveau perçoit notre capacité à influencer énormément de personnes comme un pouvoir. Ce pouvoir social est reconnu par les autres, et donc plus on a un pouvoir social grand, plus on est... Désolé. Désolé. De quoi? Je galère un peu. Et je t'empêche de faire une vidéo. Ah, je suis Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. De quoi? Que tu étais invité pour me déranger autant. À tout de suite, à tout à l'heure. Bon, on a un certain pouvoir et donc on est vu comme mentalement supérieur. Ce qui fait que les gens nous idéalisent et ce qui peut amener carrément à de l'idolâtrie. Quelque chose que je ne supporte pas. Quand vous idolâtrez quelqu'un, vous êtes incapable de ramener de la rationalité dans vos pensées par rapport à la personne. Vous serez moins apte à prendre du recul. J'essaye aussi un maximum de limiter l'idolâtrie qui peut être faite de moi. Donc s'il vous plaît, ne créez pas des comptes dédié à moi, dédié à mon image ou au culte de mon image. Ceci n'est pas sain à la fois pour vous et à la fois pour moi, puisque ce sont ce genre de personnes qui après deviennent obsessionnelles au point parfois même de nous harceler. Ce sont aussi ce genre de personnes qui amènent parfois des mouvements de haine contre d'autres personnes sous prétexte qu'ils aiment certains créateurs. Ces mouvements de fanatisme sont jamais, ni pour la personne que vous essayez de défendre, ni pour vous-même, sains. On ne vous montre pas tout, vous ne voyez pas tout. Du coup, il faut prendre du recul sur ce que vous regardez, être capable de remettre en question les informations que vous voyez. Pour nous, en tant que créateurs, l'envie qu'on a d'être idéalisé peut amener à être moins honnête pour coller à une image idéale. Et cela tient aussi pour tous les influenceurs que vous regardez. Malheureusement, on a tendance à penser que parce que eux diffusent une information,
l'information est vraie. Tout le monde peut se tromper, tout le monde est humain. C'est pour ça que je laisse mon drive à disposition. S'il vous plaît, vérifiez les sources, vérifiez les informations que je dis pour éviter que je dise des bêtises. Ne me croyez pas juste sur parole parce que je suis une étudiante en neurosciences ou parce que, selon vous, j'ai la science infuse sur tel ou tel sujet. Personne n'a la science infuse. Tout le monde peut faire des erreurs. Je pense que d'être passé à la télé et dans des médias traditionnels, ça a un peu défait tous mes préjugés que j'avais par rapport à la télé et aussi cette idéalisation que j'avais par rapport à la télé. Les choses sont beaucoup moins impressionnantes que ce qu'il n'est paraît. Ils viennent à 2 personnes et en général ce sont des journalistes qui vous accordent que quelques heures, une journée ou 2 parce qu'ils sont sur plein de sujets en même temps. Ils n'ont pas forcément le temps d'approfondir les sujets. Il y a des coquilles qui passent parfois, notamment dans le 66 minutes dans lequel je suis passée où la journaliste n'a pas très bien compris la définition de dissociation et du coup a fait passer une petite coquille au début du reportage. Quand on passe dans les médias et quand on voit l'envers du décor, on idéalise beaucoup moins ces personnes-là et on idéalise beaucoup moins ce que c'est. Sachez aussi que non, on n'est pas payé pour les médias. Sachez qu'à cause de la liberté de la presse, il nous est formellement interdit de savoir le script qui va être dit et donc de savoir quelles images vont être diffusées. Donc on découvre en même temps que vous en général les informations à la télé. On n'a pas le droit de voir le documentaire avant puisque la liberté de la presse protège la presse et vous n'avez pas le droit de regard sur ce qu'il va être dit à la fin sur vous. La liberté de la presse concerne tout le monde, notamment le président de la République, c'est-à-dire que même le président de la République n'a pas le droit de regard sur le script des choses qui sont dites par rapport à lui, même si vous vous doutez bien que par rapport aux lignes éditoriales de certains médias, etc., certaines choses vont être plus facilement dites et d'autres plus facilement omises. Et cela donne potentiellement beaucoup d'erreurs, donc il ne faut pas idéaliser en se disant oui mais à la télé ils ont dit ça, du coup forcément c'est vrai. Non, il faut aller vérifier les sources. Qu'est-ce que ça fait d'être connu et de générer de l'argent à cause de mon trouble mental ou grâce à mon trouble? Techniquement, je suis devenue connue parce que je parle de ce trouble. Et comment on vit ça en ayant du coup un trouble mental qui nous empêche d'avoir une cognition qui marche correctement, qui du coup peut nous impacter dans nos réactions et dans la manière dont on va vivre certaines choses. Déjà, je voulais parler du problème éthique de faire de l'argent et de faire le buzz, de devenir connu à cause d'un handicap, à cause d'une maladie. Faire profit en mettant une maladie comme ça en avant, c'est très mal vu par les gens parce que beaucoup s'imaginent qu'il y a une certaine volonté de manipulation de leurs sentiments, donc de leur apitoiement, de leur compassion pour générer des vues et générer de l'argent. Pour le TDI, il y a cette idée que peut-être qu'on fait des choses un peu plus extraordinaires et qu'on veut imaginer des maladies extraordinaires et qu'on montre une maladie extraordinaire parce que justement on se sert du sentiment d'extraordinarité en dehors du commun et en dehors du possible. On manipule les sentiments des gens pour faire de l'argent. On va aussi s'exposer à énormément de scepticisme par rapport à la maladie et à la manière dont les malades rapportent leur propre vécu. C'est une maladie qui est vue comme rare, avec tellement de clichés, d'idéaux dans l'inconscient collectif qui sont très éloignés de la réalité. Les gens ont énormément de scepticisme quand on leur montre une réalité qui ne correspond pas du tout aux préjugés qu'ils ont et c'est totalement normal. En tant qu'influenceur, vous allez faire face à ce scepticisme et ça peut être très très dur à gérer, surtout quand c'est pour un trouble aussi particulier que le TDI en fait. Il y a eu un choix que j'ai fait en tant qu'influenceuse TDI, qui est le choix que pour intéresser les gens à ce que je vis, à la maladie et donc aux informations scientifiques que je pourrais aussi potentiellement donner, de me servir de mon expérience personnelle pour parler du trouble, pour faire en sorte que les gens puissent se connecter émotionnellement à qui je suis, parce que sans cette connexion émotionnelle, pour moi il me paraît pratiquement impossible que je puisse intéresser autant de gens avec des informations purement scientifiques et des faits purement scientifiques. Par besoin d'éducation de la masse et par besoin de visibilité, j'ai fait le choix de montrer beaucoup de choses qui me sont extrêmement personnelles et aussi par le besoin que j'ai d'être authentique et d'être perçue comme quelqu'un d'honnête, puisque c'est quelque chose qui est très important dans ma vie à moi, disait Liane. Ça veut dire que je me fais aussi énormément juger par rapport à la manière que j'ai de vivre et à la manière que j'ai de montrer mon propre vécu, la manière que j'ai de me mettre en scène, c'est la manière de filmer, la manière de monter, des choses comme ça, qui peut être extrêmement difficile puisque c'est des choses très personnelles et qui est mal jugé parce que faudrait séparer le contenu scientifique du contenu personnel, alors que les gens savent très bien que si je ne faisais que du contenu scientifique, personne ne regarderait mes vidéos. Le contenu personnel rajoute justement cette relation parasociale entre nous, qui a été ma manière
manière de permettre ma visibilité. Au-delà de la visibilité, le fait que vous ressentiez des émotions fortes en me regardant parce que vous me sentez authentique et parce que je vous fais passer mes propres sentiments à travers mes vidéos, vous donne des émotions fortes et ces émotions fortes, elles sont très intéressantes à la fois pour votre mémoire puisque c'est ainsi que vous allez retenir les informations importantes, mais aussi pour le fait que vous allez la diffuser, le fait que vous allez insuffler un changement de la société, insuffler cette envie d'agir pour que les autres aussi soient plus au courant de ce que je vis et de ce que les personnes comme moi attendent de TDI vivent. Puisque les informations, on les retient mieux quand on a des émotions fortes qui y sont liées et provoquer des émotions fortes par le fait que vous voyez quelqu'un réellement souffrir ou parler de sa souffrance de manière authentique, ça permet d'avoir un exemple de personne qui vit ça, pas juste des informations théoriques. Je vais parler du statut d'influenceur qui est quand même un statut qui est encore très mal vu dans la société, qui est très dénigré. Ce statut a eu un effet sur la manière dont les gens me percevaient. Les jugements des gens qui ne me connaissent pas assez pour être mes proches, mais qui me côtoient dans la vie quotidienne. Donc par exemple mes camarades de classe, mes professeurs, potentiellement aussi des recruteurs qui ont des clichés par rapport à ce que c'est que d'être une fille, une femme influenceuse sur les réseaux sociaux. Je suis tous les jours confrontée à ce cliché de la jeune fille prenant son téléphone pour faire des tutos make-up, qui est très superficielle et qui est suivie pour cette superficialité et sa capacité à influencer les gens à acheter des choses. C'est bon? Dérange pas mon setup. Un jour, la fin de ma vidéo viendra. Fais gaffe, il y a des fils partout. Que veux-tu? Mon chargeur. Il y en a d'autres là-bas. Putain, c'est vrai. T'es une génie. Je suis une T'es la génie. meilleure. T'as envisagé de faire des études sup? J'ai pratiquement fini un master. Faudrait peut-être que je le finisse un jour. Qu'est-ce que tu veux faire? Termine ta vidéo, je vois bien que ça te travaille. Ok, c'est bon. Il y a des choses qui vont être mises au montage. Je vais montrer mon énervement. Et donc, ce cliché dont je parlais... Bah oui, je suis énervée. Ces clichés ont forcément affecté la vision que ces gens ont de moi. Soit on m'a vue comme la fille qui n'allait absolument pas travailler parce que je suis une influenceuse, donc c'est que je suis quelqu'un de superficiel qui n'en a rien à faire de mes études, ce qui n'est absolument pas vrai. Ou au contraire, je serais quelqu'un qui prendrait les gens de haut et on me voit comme la meuf en mode « excuse-moi, on n'est pas tous influenceurs dans notre vie ». Je pense que Jean pourra dire que je n'ai pas tellement changé depuis que je fais des vidéos, puisque tu me connais depuis, et que je n'ai pas pris la grosse tête et je travaille énormément pour mes études. Elle est pas superficielle. Forcément, ce statut d'influenceur vient aussi avec des pressions, des jugements par des personnes qui me sont plus proches. Bien sûr, les clichés qui sont colportés par mes proches. Déjà parce que certains ont peur de l'exposition publique, je pense potentiellement à certains membres de ma famille qui m'en veulent de rendre certaines choses publiques, ont peur et remettent en question mes choix d'exposition, remettent en question ma capacité à gérer cette exposition, ce qui est plus ou moins normal vu que j'ai un trouble mental, donc un trouble qui pourrait potentiellement affecter ma cognition et donc ma capacité à gérer les conséquences de cette exposition publique. Et quelque chose d'autre que vous devez savoir par rapport à comment on interagit avec notre audience. Si vous êtes influenceur, qui vous allez voir de votre audience? Vous n'allez voir que les extrêmes de votre audience et pas la majorité silencieuse, tout simplement parce que les personnes qui vont réagir le plus fort vont commenter. Soit réagir le plus fort parce qu'elles vous adorent, soit parce qu'elles vous détestent. Les autres, s'ils ne réagissent pas assez fort, s'ils n'ont pas d'émotion très forte qui est suscitée par votre contenu, ne vont pas le commenter ou vont très rarement le commenter. Donc il y a une énorme majorité silencieuse de gens qui vous suivent que vous n'allez jamais voir. Le problème, c'est que ces extrêmes peuvent créer des dramas. Les réseaux sociaux, notamment Twitter et TikTok, ont des algorithmes qui mettent en avant les contenus où il y a le plus de réactions, et ce qui suscite le plus de réactions, c'est l'émotion de la colère. Les contenus qui font le plus de vues et qui deviennent le plus viraux vont être des contenus de drama. Donc dès que votre contenu va prendre en ampleur, vous allez avoir des vagues de cyberharcèlement avec des vagues de commentaires extrêmement négatifs, et ça va rendre votre vidéo encore plus virale, ce qui va faire qu'elle va être encore plus vue et que vous allez avoir encore
plus de commentaires méchants. On aime les réseaux sociaux. Il faut avoir, je pense, un recul dessus. Et il faut aussi savoir relativiser l'importance qui est donnée aux statistiques que font vos vidéos et à la qualité de votre travail et à réussir à dissocier les deux parce que malheureusement, on peut penser que notre qualité, notre travail est seulement visible et mesurable par ces statistiques. Ce n'est pas du tout le cas. Même si ces statistiques sont extrêmement importantes et mises en avant par les réseaux sociaux pour vous pousser à créer plus de contenu, plus viral, plus vu, plus liké, plus commenté, il faut que vous réussissiez à prendre du recul. Il est en train de prendre du recul. Ah là là, le recul, il a pris beaucoup de recul. Et en attendant, je n'ai jamais reçu un seul commentaire négatif sur mes réseaux. Et en plus, je me suis déjà fait insulter sur YouTube. Quand on voit une vidéo qui fait moins de vues que d'habitude, ça peut être très difficile de donner de la valeur à son contenu. Il faut plus que vous sentiez que votre travail prenne de la valeur parce que vous prenez plus de compétences. Ensuite, parlons du plus important, ou pas, j'en sais rien, selon vous. Et moi, je pense que c'est quand même le plus important dans tout ça, ou en tout cas ce qui fait que j'ai une situation extrêmement particulière par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a l'influence du handicap mental dans tout ça. Une influence toute particulière, puisque je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité. Du coup, je parle à une communauté qui est aussi atteinte du même trouble que moi. La communauté TDI, c'est une communauté qui est beaucoup plus réactive sur certains sujets que la norme. Quand je dis réactive, ça veut dire qu'elle a des réactions traumatiques très fortes par rapport à certains triggers et à certains sujets. Et les réactions traumatiques peuvent amener et faciliter des mouvements de foule, de haine. Le pire, c'est que c'est vrai. Le problème, c'est que les triggers et les réactions traumatiques peuvent facilement emmener des réactions extrêmement irrationnelles et de colère ou des mouvements de peur de la part de la communauté, puisque vous mettez des gens qui sont traumatisés, qui vont potentiellement tous avoir peur en même temps, et qui vont donc du coup péter un plomb d'un seul coup tous en même temps. Ça va augmenter la fréquence de ce genre de mouvement et la facilité à atteindre ce genre de hauteur parce que justement les gens sont plus réactifs. Mais aussi ça va être plus difficile à baisser et à endiguer que dans des communautés où vous n'avez pas de gens qui ont des troubles mentaux de ce type-là. Les gens ont moins de capacités cognitives pour pouvoir rationaliser correctement et pour pouvoir prendre du recul. C'est ainsi que je vous suggère de vous éloigner des communautés TDI quand vous en avez besoin. C'est aussi pourquoi les influenceurs TDI comme moi, Olympe et Christina, refusons de faire partie de ces communautés-là parce que nous voyons justement ces mouvements de haine se diriger parfois contre nous. Ça peut être extrêmement difficile à vivre. Il y a un énorme piège dans lequel les influenceurs TDI comme les personnes TDI peuvent tomber, c'est le piège de la victimisation à outrance. La volonté de certaines personnes de se protéger et d'être safe et de créer des milieux safe pour pouvoir parler de TDI sans avoir certains sujets sensibles, ce qui peut être compréhensible, peut amener certaines déviances de censure et des censures de toute personne qui a des idées qui vont contre l'opinion de la majorité. Ça arrive notamment parce que ces personnes, sous couvert du fait qu'elles sont traumatisées, ce que tu dis les triggers et donc qu'elles réagissent extrêmement mal aux critiques parce qu'elles sont triggers par les critiques, vont être amenées à censurer les critiques, voire à amener leur communauté, quand ce sont des personnes suivies, influenceurs, TDI, à haïr les personnes qui critiquent et à enlever les critiques de leur contenu, quand bien même ces critiques sont constructives. Et il est très important de pouvoir se remettre en question et la censure de ce genre de critiques empêche cette remise en question et peut même parfois dévier sur des dérives sectaires. Donc faites attention à la communauté TDI, mais faites attention aussi à certains influenceurs. Il faut les tenir responsables pour leurs faits et pour leur dire, quand bien même ceux-ci pourraient les heurter, quand bien même ceux-ci ont un trouble et quand bien même ceux-ci les placent en statut de victime, qui se font victimiser par la terre entière. Il y a certaines choses qui ne sont pas à dire, qui sont triggers, on est d'accord. N'oublions pas que le trouble dissociatif de l'identité est un sujet extrêmement sensible et qu'il est extrêmement lié à l'identité. Donc pour les personnes qui postent dessus, c'est très difficile de s'en détacher puisque on parle directement de notre identité. Nos alters aussi sont forcément influencés, qu'on le veuille ou non, par les réactions que le public va avoir, que l'audience va avoir sur les vidéos que ces alters ont faites. Et cela peut amener, sans qu'on s'en aperçoive, certains alters à se mettre en danger. Ça peut aussi parfois enfermer certains alters dans les cases, donc c'est ce dont parlait souvent Olympe. Vu que les gens voient les alters comme des parties très particulières qui ont parfois certains
stéréotypes de comportement, dès qu'ils sortent des stéréotypes de comportement, qu'ils se rapprochent peut-être de stéréotypes ou de comportements d'autres haltères, d'un seul coup les gens se remettent à dire oui mais on dirait pas tel haltère et on dirait tel autre haltère. Et ça peut être extrêmement déroutant pour quelqu'un qui galère avec son identité d'afficher quelque chose et qu'en plus par derrière on se reçoive des remises en question de nos haltères, des haltères qui se sentent après coincés dans ces cases-là et qui ont l'impression de ne pas pouvoir évoluer comme ils l'entendraient. Le fait que les haltères soient mis dans des cases découle du manque de compréhension de la complexité du trouble et de la complexité des haltères, souvent. Ensuite, il faut bien réaliser que parce que certains haltères ne font pas beaucoup, parfois, on est amené à diffuser des informations qui sont sensibles pour certains haltères sans s'en rendre compte. On doit revenir sur le contenu, qu'on doit effacer certains contenus, parce qu'on ne peut pas demander l'avis de tout le monde et l'avis de tout le système avant de poster certaines informations. Ça amène du coup parfois certains haltères à se sentir très mal quand ils voient que certaines informations ont été rendues publiques et surtout quand ils voient la réaction du public à ces informations-là. On doit donc se faire à l'idée en tant qu'influenceur TDI que certaines informations que l'on poste vont être potentiellement sensibles pour certains haltères et pas pour d'autres. C'est prendre une responsabilité personnelle que d'essayer de faire en sorte que les informations sensibles ne sortent pas. Et en plus de ça, d'être capable de changer d'avis et de montrer à la communauté qu'on peut retirer certains contenus parce qu'on les trouve trop personnels ou trop dérangeants ou pour X raisons. On peut changer d'avis sur ce qu'on partage, on peut changer d'avis sur la manière dont on voit les choses, on peut changer d'avis sur énormément de choses et c'est normal, on est humain, on évolue, parfois aussi on fait des erreurs et c'est normal. Surtout il faut l'accepter et le montrer. Je trouve ça débile de faire comme si nous étions des personnes parfaites parce que nous sommes influenceurs, nous sommes humains et même si on essaye de faire le moins d'erreurs possible et qu'il y a des gens derrière nous et peut-être parfois des moyens derrière nous pour essayer de faire en sorte qu'on ne dise pas de conneries, il arrive que certaines conneries passent. Et en toute honnêteté intellectuelle que j'ai et en toute honnêteté scientifique, je suis capable de dire que je fais des erreurs et que je change d'avis souvent. Et ce n'est pas une tare. Et puis si vous pensez que c'est une tare, bah tant pis pour vous. Et enfin, en tant que personne ayant un trouble, je galère avec mon trouble, même si ça ne se voit pas forcément dans toutes mes vidéos. Ouais, voilà. Captain Obvious. J'ai parfois besoin de prendre beaucoup plus de temps entre certains de mes posts. Mes posts ne peuvent pas être tous réguliers. Malheureusement, c'est comme ça. On doit accepter qu'en fait, il y a des irrégularités de plein de choses à cause de la maladie et que la maladie, elle est complexe. Et notre guérison est complexe aussi. Ça fait des yo-yo et on peut pas parfois prévoir certaines choses. Ce n'est pas parce que vous me voyez bien là maintenant que demain, je ne serai pas au fond de mon lit, que je ne pourrai rien faire. Voilà. Ce n'est pas parce que vous me voyez bien là maintenant que je suis bien tout le temps dans ma vie. Je filme quand je peux, donc quand je me sens bien, ou en tout cas assez bien pour filmer. Cette irrégularité que l'on a n'est pas très appréciée par les algorithmes parce que malheureusement les algorithmes des réseaux sociaux veulent qu'on crée plus de contenu le plus souvent possible ou avec une régularité fixe. Donc ça veut dire aussi que malheureusement je ne pourrais pas être mise en avant par certaines plateformes à certains moments. Et c'est pas grave, en fait. J'ai certaines limites de par mon handicap. C'est aussi pour ça que les influenceurs TDI ne sont pas tous réguliers et que tous les influenceurs qui ont des maladies mentales ne sont pas réguliers. C'est normal et que c'est pas grave. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a à vivre en tant qu'influenceur, des réalités auxquelles il faut se faire tous les jours. J'ai fini de dire mon laïus, mon speech. Vous appelez ça comme vous voulez. J'espère vous avoir beaucoup appris, beaucoup intéressé sur comment moi je vis ce statut d'influenceuse, de personne semi-connue, un peu bizarre. Vous ayez compris un peu toutes les notions psychologiques, éthiques, philosophiques qui peuvent s'y lier. Vous en aurez un peu plus appris sur ma manière de penser et de concevoir les choses et le monde. Et je vous rappelle qu'il est important de commenter, de liker, et de vous abonner. Ça aide énormément l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos, donc s'il vous plaît. Vous pouvez aussi les partager sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, c'est comme ça que vous me soutenez le plus. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux et donc si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ma vie de tous les jours, il y a TikTok. Je pense que le réseau social sur lequel je vous réponds à tous et j'ai toujours la place dans mes DM, c'est sur Instagram, donc si jamais vous voulez venir me parler, venez. Si vous avez des projets ou besoin de mon aide pour quoi que ce soit, je suis là. Je suis disponible. Elle est beaucoup trop disponible, arrêtez d'envoyer des messages. Arrêtez d'envoyer des messages sur Instagram et sur TikTok et sur YouTube. En fait, n'envoyez pas de messages. Laissez juste des commentaires vus sur les YouTube pour l'algorithme, mais c'est tout, pas plus. Écoutez-moi.
Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous fais de grosses bises et à une prochaine vidéo.